lorsque j'ai ouvert la porte de mon pantouf ce dimanche matin, Laura Vance se tenait là avec un sourire qui m'a glacé jusqu'aux os. Derrière elle, David, mon fils, tenait 2 énormes valises. « Maman » a-t-elle roucoulé, avec cette voix doucereuse que je connaissais si bien. « Nous emménageons ici puisque tu as tant d'espace et que nous traversons une période difficile. » Ce n'est que juste, tu ne trouves pas? Après tout, nous sommes de la famille. J'ai regardé par-dessus leur épaule les cartons empilés dans le couloir de l'immeuble. J'ai compté 6 bacs volumineux, 3 autres valises et des sacs d'épicerie débordant de vêtements. Ils étaient venus préparés. Ils avaient supposé que je dirais oui. 12 ans. 12 ans sans un seul appel. 12 ans pendant lesquels ils m'avaient effacé de leur vie comme si je n'avais jamais existé. 12 ans pendant lesquels ils ne m'avaient pas laissé voir ma petite fille, Maya. 12 ans pendant lesquels il m'était interdit d'assister aux anniversaires, aux remises de diplômes ou à Noël. 12 ans pendant lesquels Laura avait convaincu toute la famille élargie que j'étais une femme toxique, manipulatrice et dangereuse. Et maintenant, ils se tenaient là, sur mon seuil, exigeant d'entrer dans ma vie comme s'ils y avaient droit, comme si les 12 dernières années n'avaient été qu'un inconvénient mineur. David a enfin croisé mon regard et j'ai vu quelque chose qui m'a un peu brisé le cœur. Il s'attendait à ce que je dise oui après tout ce qu'il m'avait fait, après la façon dont il m'avait anéanti. Il croyait vraiment que je les accueillerais à bras ouverts parce que c'est ce que j'avais toujours fait, n'est-ce pas? Pardonné, servi et disparu quand cela leur convenait. Mais la femme qu'ils connaissaient n'existait plus. Cette femme était morte il y a 12 ans, le jour où ils m'avaient banni de leur vie. La femme qui se tenait devant eux maintenant était quelqu'un de complètement différent. Pour comprendre comment j'en suis arrivé là, je dois remonter au début. Je dois vous raconter comment j'ai perdu ma famille et comment, sans le savoir, cette perte a fini par me sauver la vie. Tout a commencé il y a 15 ans, lorsque mon mari, Robert Thorne, est décédé. Nous étions mariés depuis 40 ans. 40 ans de routine partagée, de rire dans la cuisine, de mains entrelacées devant la télévision. Un matin de mars, il a quitté la maison pour aller travailler. Il m'a embrassé sur le front, comme toujours. « Je serai de retour à 18h, a-t-il dit. Il n'est jamais revenu. Une crise cardiaque massive à l'arrêt de bus. Les ambulanciers ont dit qu'il n'avait pas souffert. Que ce fut instantané. Mais j'ai souffert. J'ai souffert chaque seconde de chaque jour pendant des mois. Notre maison est devenue un mausolée silencieux. Je cuisinais pour 2 et finissais par jeter la moitié de la nourriture. Je mettais la table avec 2 assiettes par habitude. Je gardais toujours sa tasse de café au même endroit. David a été mon salut pendant ces mois sombres. Mon fils, mon unique enfant, est devenu mon ancre. Il avait 25 ans à l'époque, travaillait dans une entreprise technologique et vivait seul dans un petit appartement près du centre-ville. Mais après la mort de Robert, David a commencé à me rendre visite 3 fois par semaine. Nous dînions ensemble. Il m'aidait avec les papiers d'assurance, les factures, toutes ces choses que Robert avait toujours gérées. Je cuisinais ses plats préférés. Il me tenait quand je pleurais devant la photo de son père. Je croyais que rien ne pourrait jamais nous séparer. Je croyais que nous étions une équipe incassable. Puis il a rencontré Laura. C'était un samedi d'octobre que David m'a appelé, plus excité que je ne l'avais entendu depuis des mois. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un de spécial. Je veux que tu la rencontres. J'aimerais l'amener dîner vendredi prochain. » Mon cœur a gonflé de bonheur. Mon fils souriait à nouveau. C'était tout ce que je voulais. J'ai passé toute la semaine à préparer ce dîner. J'ai nettoyé la maison de fond en comble. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la pièce maîtresse. J'ai sorti la porcelaine spéciale, le service que Robert m'avait offert pour notre 30e anniversaire et que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. J'ai cuisiné pendant des heures. J'ai préparé le poulet rôti aux herbes que David aimait, une salade fraîche, des pommes de terre gratinées et un gâteau au chocolat fait maison pour le dessert. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais que cette femme qui avait réussi à faire sourire mon fils sache qu'elle était la bienvenue dans notre famille. Quand la sonnette a retenti ce soir-là, je me suis assuré que ma robe couleur crème était parfaitement repassée, que mes cheveux étaient en place et que mon sourire était chaleureux et sincère. J'ai ouvert la porte et elle était là. Laura était magnifique. Elle avait de longs cheveux foncés,
une peau parfaite et une silhouette mince enfermée dans une robe couleur champagne qui semblait faite sur mesure. Elle a souri avec des dents d'une blancheur éblouissante. « Tu dois être Dileya, dit-elle en me tendant la main. J'ai tellement entendu parler de toi. » Sa poignée de main était ferme, sa voix mélodieuse, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui ne correspondait pas au sourire. C'étaient des yeux qui mesuraient, qui calculaient, qui évaluaient chaque détail de la maison, de mes vêtements, de mon visage. Je l'ai senti instantanément, bien que je n'ai pas pu le nommer. C'était comme quand l'air change juste avant une tempête, une certitude silencieuse. Le dîner s'est déroulé parfaitement, du moins en apparence. Laura a loué la nourriture, la maison, la décoration. « Quelle belle porcelaine », dit-elle, touchant délicatement l'assiette. Elle doit avoir une grande valeur sentimentale. Elle semblait fascinée par les photos d'enfance de David. « Oh, comme c'est mignon », dit-elle devant chacune d'elles. David ne pouvait pas la quitter des yeux. Il était complètement épris. Je voulais être heureuse pour lui. J'ai vraiment essayé. Mais chaque fois que Laura me regardait, j'avais l'impression d'être cataloguée, classée et rangée dans une catégorie mentale qu'elle maintenait. Après le dîner, pendant que je préparais le café dans la cuisine, je les ai entendus parler dans le salon. La voix de Laura était à peine un murmure, mais les murs de cette vieille maison portaient les sons. « Ta mère est si intense, n'est-ce pas ? Toute cette attention est un peu épuisante. » Le rire nerveux de David. « Elle est juste excitée. Elle a toujours été aussi expressive. » Et puis la voix de Laura, encore plus douce. « Bien sûr, bien sûr. C'est juste que, eh bien, j'espère qu'elle comprend que tu as ta propre vie maintenant. » Je suis retourné au salon avec le café et un sourire figé sur mon visage. Ce fut la première graine, si petite qu'elle était à peine visible, mais elle avait été plantée. Au cours des 6 mois suivants, Laura est devenue une présence constante dans nos vies. Elle venait nous rendre visite toutes les 2 semaines, toujours avec un petit détail. Des fleurs du supermarché, un magazine qu'elle pensait que j'aimerais, des biscuits achetés dans cette pâtisserie coûteuse du centre-ville. Elle m'appelait « chérie », avec une affection apparente. Elle me demandait comment j'allais, comment j'avais dormi, et si j'avais besoin d'aide pour quoi que ce soit. En apparence, elle semblait être la belle-fille parfaite, mais chaque visite apportait un commentaire. Petit, enveloppé de préoccupations, impossible à confronter sans paraître paranoïaque. « Dileya, tu cuisines toujours avec autant de beurre ? J'apprends à David à manger plus sainement. Le médecin dit que le cholestérol élevé est héréditaire. » Ou quand elle regardait les photos dans le salon, cette maison était si jolie quand elle était plus moderne. As-tu pensé à la rénover ? Ces meubles sont si vieux. Chaque phrase était une petite piqûre d'épingle. Une seule ne faisait pas mal. Mais elle n'en jetait jamais qu'une seule. Et comme une folle, j'ai commencé à changer des choses pour lui faire plaisir. J'ai arrêté d'utiliser du beurre. J'ai acheté de nouveaux coussins pour le canapé. Je me suis interrogé sur chaque mot avant de le prononcer devant elle. David a commencé à annuler nos dîners. Il y avait toujours une raison, un projet urgent au travail, un dîner avec les amis de Laura, ou une extrême fatigue. Et quand il venait, ce n'était plus mon David. Il me regardait différemment, comme si j'étais un problème qu'il fallait gérer avec précaution, comme si chaque mot que je disais avait un sens caché qu'il devait déchiffrer. Un jour, je lui ai demandé si tout allait bien entre nous. « Bien sûr, maman », a-t-il dit sans me regarder dans les yeux. J'ai juste été très occupé. Laura dit que je dois apprendre à établir des limites saines. Les limites. Ce mot est devenu le mantra de notre relation. Limites saines, espace personnel, indépendance émotionnelle. Toutes des phrases dont j'étais certaine qu'elles venaient de la bouche de Laura, mais que David répétait comme si elles étaient des vérités universelles nouvellement découvertes. 6 mois après l'avoir rencontré, David a annoncé leur fiançailles. « Nous nous marions au printemps », a-t-il dit avec un grand sourire. Laura veut un mariage intime mais élégant. J'espère que tu pourras nous aider avec quelques détails. Mon cœur s'est rempli d'espoir. Peut-être était-ce ce dont nous avions besoin. Peut-être qu'une fois mariée, Laura se détendrait. Peut-être que je trouverais ma place dans cette nouvelle configuration familiale. J'ai proposé d'aider pour tout. Laura a accepté avec effusion, mais chaque suggestion que je faisais était rejetée avec un sourire.
Les fleurs que je proposais étaient trop courantes. Le lieu que je recommandais était trop vieillot. Mon idée de menu était trop lourde pour un mariage de printemps. J'ai fini par être une spectatrice de ma propre participation. J'ai payé $3000 pour la robe de mariée de Laura parce qu'elle avait soupiré devant David, disant que ses parents ne pouvaient pas les aider financièrement. J'ai payé $2000 de plus pour les arrangements floraux. Chaque fois que je remettais un chèque, Laura me serrait dans ses bras et disait « Tu es si généreuse, chérie. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi. » Mais elle ne m'a jamais demandé mon avis sur quoi que ce soit d'important. Le jour du mariage, j'ai acheté une robe couleur lavande, spécialement pour l'occasion. J'ai dépensé $400 pour cette robe. Je voulais être belle. Je voulais que David soit fier de sa mère. Quand je suis arrivé au lieu, Laura m'a vu, et son sourire s'est figé une seconde. « Oh, dit Léa, cette couleur te vieillit terriblement. Tu devrais porter des tons plus vifs à ton âge. » Elle l'a dit devant 4 de ses amies qui attendaient à l'entrée. Elles ont toutes ri discrètement, couvrant leur bouche de leurs mains. Je me suis excusé. Je ne sais pas pourquoi je me suis excusé, mais je l'ai fait. Et j'ai passé le reste du mariage à me sentir invisible. Sur les photos de famille, Laura trouvait toujours un moyen de se placer entre David et moi. Pendant le toast, elle a remercié ses parents pour leur amour inconditionnel, ses grands-parents pour leur sagesse et ses amis pour leur soutien. Quand elle a mentionné la famille de David, elle a seulement dit « Et merci Hawthorne d'avoir ouvert les portes de votre famille à moi ». Elle n'a même pas prononcé mon nom. Robert était parti depuis 5 ans à ce moment-là. J'étais la seule Thorne présente, et elle n'a même pas mentionné mon nom. Cette nuit-là, j'ai pleuré dans ma maison vide, regardant les photos de mariage sur mon téléphone, cherchant une photo où je semblais vraiment sourire. Je n'en ai pas trouvé. Après le mariage, David et Laura ont emménagé dans un appartement de l'autre côté de la ville. Les visites sont devenues sporadiques. Une fois par mois, si j'avais de la chance. Quand j'appelais le téléphone de David, Laura répondait. « Salut, ma chérie. David est sous la douche. Il te rappellera plus tard. » Il ne rappelait jamais. « Oh, David travaille sur un gros projet. Je ne veux pas l'interrompre. Puis-je t'aider avec quelque chose ? » Comme si j'avais besoin d'un intermédiaire pour parler à mon propre fils. J'ai commencé à me sentir comme si je poursuivais quelqu'un qui ne voulait pas être attrapé jusqu'au jour où j'ai décidé de les surprendre. C'était un samedi après-midi. J'avais cuisiné le ragoût de bœuf que David aimait depuis qu'il était enfant. Le même que Robert demandait à chaque anniversaire. Je l'ai mis dans un récipient isotherme, j'ai pris le bus pendant 40 minutes et j'ai sonné à la porte de leur appartement. J'ai sonné 3 fois. J'ai entendu du mouvement à l'intérieur, des pas, des murmures. Finalement, Laura a ouvert la porte. Elle ne souriait pas. « Dis Léa, tu n'as pas prévenu ?» a-t-elle dit, sans bouger de l'embrasure de la porte. David se repose. Il a eu une semaine très lourde, et je ne veux pas qu'il soit dérangé. Je suis resté là, tenant ce récipient encore chaud, me sentant comme une vendeuse itinérante. Je voulais juste vous apporter quelque chose à manger, ai-je dit. Je pensais que ça vous plairait. Laura a tendu la main et a pris le récipient sans m'inviter à entrer. Comme c'est attentionné, a-t-elle dit d'une voix neutre. Mais tu sais, David fait attention à ce qu'il mange. Des repas aussi lourds ne sont pas bons pour lui. Le médecin lui a recommandé de réduire la viande et les sauces riches. Je vais lui donner, mais je vais probablement finir par le garder au congélateur pour une occasion spéciale. Et elle a fermé la porte. Je suis resté dans ce couloir pendant presque 2 minutes entières, fixant la porte fermée, écoutant les sons étouffés à l'intérieur. À un moment donné, j'ai entendu David rire. Il était là, éveillé, et il n'était pas sorti me saluer. Je suis rentré en bus, les mains vidées, le cœur brisé. Cette nuit-là, j'ai pleuré jusqu'à m'endormir sur le canapé, mais je ne savais toujours pas que ce n'était que le début. Le pire couvait encore en silence. 3 mois plus tard, Laura a annoncé qu'elle était enceinte. David m'a appelé personnellement pour m'annoncer la nouvelle. « Tu vas être grand-mère, maman », a-t-il dit avec une excitation que je n'avais pas entendue depuis des années. Nous sommes si heureux. J'étais heureuse. Sincèrement heureuse. Un bébé, une nouvelle chance. Peut-être que ce bébé me ramènerait mon fils.
Peut-être que Laura s'adoucirait avec la maternité. Peut-être que tout irait mieux. J'ai proposé d'aider pour tout ce dont ils auraient besoin. Je voulais acheter des vêtements de bébé, des meubles et des couches. Je voulais être présente. Laura a accepté certaines choses, mais toujours avec des conditions. Elle ne me laissait acheter que ce qu'elle avait préapprouvé, uniquement les marques qu'elle avait recherchées, uniquement les couleurs qui correspondaient à la décoration de la chambre d'enfant qu'elle avait planifiée. J'obéissais à chaque instruction comme une employée exécutant des ordres. Quand Maya est née, ils ne m'ont pas laissé entrer dans la salle d'accouchement. Je comprends, ai-je dit. C'est un moment intime. J'ai attendu 8 heures dans la salle d'attente de l'hôpital. Les parents de Laura sont arrivés et sont entrés directement. J'ai continué à attendre. Finalement, 5 heures après la naissance de ma petite fille, David est sorti et m'a dit que je pouvais entrer. 5 minutes, maman. Laura est vraiment fatiguée. Je suis entré dans cette pièce et j'ai vu ma petite fille pour la première fois. Elle était parfaite, minuscule, ridée, magnifique. Je voulais la tenir dans mes bras, mais Laura a dit que le pédiatre avait recommandé de limiter les contacts pendant les premières heures. J'ai seulement observé de loin. 5 minutes plus tard, une infirmière m'a demandé de partir. Alors que je marchais dans le couloir de l'hôpital, j'ai entendu les parents de Laura rire à l'intérieur de la pièce. Ils pouvaient rester. C'est à ce moment-là que j'ai su avec une clarté absolue que je ne faisais pas partie de cette famille. J'étais juste une invitée tolérée. Les premiers mois après la naissance de Maya ont été une torture silencieuse. J'appelais pour demander comment allait le bébé, et Laura avait toujours une excuse. Elle dort, et nous ne voulons pas la réveiller. Elle a des coliques et elle est très irritable. Le pédiatre a recommandé de limiter les visites pour éviter les germes. Chaque raison sonnait médicale, raisonnable et impossible à contester sans paraître égoïste. Mais les parents de Laura rendaient visite 3 fois par semaine. Je le savais parce que Laura publiait des photos sur les réseaux sociaux. Grand-mère Amanda tenant Maya, grand-père Russell lui donnant le biberon, tout le monde souriant, tout le monde bienvenu. Je n'apparaissais sur aucune photo. Quand ils m'ont finalement permis de rendre visite, les règles étaient strictes. Je devais me laver les mains pendant 30 secondes avant de toucher le bébé. Je ne pouvais pas porter de parfum parce que Laura disait que les produits chimiques étaient nocifs. Je ne pouvais pas la tenir plus de 5 minutes car cela perturbait sa routine de sommeil. Je ne pouvais pas apporter de vêtements parce que Laura n'utilisait que des marques biologiques spécifiques. Je ne pouvais exprimer aucune opinion sur quoi que ce soit lié à son éducation car les méthodes modernes étaient différentes de celles de ma génération. En gros, je pouvais observer et rien de plus. Un jour, j'ai osé dire à David que j'aimerais passer plus de temps avec Maya. Maman, tu dois comprendre que Laura est très stressée. Il m'a dit qu'elle était une jeune mère et qu'elle avait besoin d'espace pour trouver son rythme. On ne peut pas avoir des visiteurs constants. Je lui ai rappelé que je n'avais rendu visite que 4 fois en 2 mois. Il a soupiré comme si j'étais un fardeau. Exactement. C'est assez souvent. Nous avons besoin d'intimité familiale. Intimité familiale comme si je ne faisais pas partie de la famille. Comme si être grand-mère était un privilège que je devais gagner au lieu d'un droit naturel. J'ai cessé d'insister. J'ai cessé d'appeler autant. J'ai attendu qu'il me contacte. Parfois, 3 semaines passaient sans nouvelles. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de Laura regorgeaient de photos de Maya avec ses parents, ses frères et sœurs, ses nièces et neveux, tout le monde profitant de ma petite fille, tout le monde sauf moi. Quand Maya a eu 1 an, j'ai été invité à la fête d'anniversaire. Je suis arrivé 30 minutes en avance pour aider à tout installer. Laura m'a regardé surprise. Oh, je pensais qu'on avait dit 15 heures. Tout est déjà prêt. Je me tenais là, près de l'entrée, avec un grand cadeau emballé dans du papier rose et un gâteau à la vanille décoré de fraises fraîches que j'avais préparé ce matin-là. Le préféré de David quand il était enfant. Laura a regardé le gâteau et a froncé les sourcils. Dis Léa, je t'ai dit que j'avais déjà commandé le gâteau. Il vient d'une pâtisserie spécialisée qui n'utilise pas de sucre raffiné. Je ne peux pas avoir de gâteau. Ça embrouillerait les invités, mais tu peux le laisser dans la cuisine au cas où. Je l'ai laissé dans la cuisine. Personne ne l'a goûté. À la fin de la fête, je l'ai retrouvé exactement où je l'avais laissé, intact. Le gâteau coûteux de la pâtisserie avait été complètement dévoré. Pendant la fête,
j'ai essayé de tenir Maya. Laura est apparue immédiatement. Attention, dit Léa. Tu vas trop la stimuler. Elle a eu trop d'interactions aujourd'hui. Mieux vaut la laisser tranquille. Elle a pris le bébé de mes bras avec un sourire et l'a donné à sa mère, Amanda Vance, qui l'a tenu le reste de l'après-midi sans que personne ne dise quoi que ce soit sur la surstimulation. Sur les photos de groupe, quand je m'approchais, Laura disait « Attends, dit Léa, pourquoi tu ne prends pas la photo ? Comme ça, on peut tous être dessus. » J'ai fini par être la photographe officielle d'une fête où j'étais censée être la grand-mère. Je suis rentré chez moi avec ce gâteau intact sur le siège passager. Je l'ai jeté à la poubelle ce soir-là. Je ne pouvais même pas le regarder sans ressentir une oppression dans la poitrine. Mais je me suis dit que je devais être patiente, que les choses s'amélioreraient, qu'un jour Laura me ferait confiance. Comme j'étais naïve. Les choses ne se sont pas améliorées. Elles ont systématiquement empiré. Laura a commencé par inventer de petites choses. Elle a dit à David que j'avais critiqué la façon dont elle habillait le bébé. Je ne l'ai jamais fait. Elle lui a dit que j'avais suggéré que l'allaitement maternel n'était pas nécessaire et qu'elle devrait utiliser du lait en poudre. Je n'ai jamais dit ça. Elle lui a dit que j'étais venu sans prévenir 2 fois quand il n'était pas à la maison et que les voisins m'avaient vu essayer d'entrer dans l'appartement. Un mensonge absolu. Chaque accusation était suffisamment vague pour ne pas être complètement réfutée, mais suffisamment spécifique pour que David me regarde avec suspicion. J'ai commencé à me défendre constamment. Je n'ai jamais dit ça, David. Tu dois me croire. Il me chuchotait, maman, Laura n'a aucune raison de mentir. Peut-être as-tu dit quelque chose sans te rendre compte de ce que ça donnait. Ou peut-être que nous nous souvenons juste des choses différemment. Ce n'était la faute de personne, mais il la croyait toujours elle. Jamais moi. La famille élargie a commencé à prendre ses distances également. Des cousins qui m'appelaient régulièrement ont cessé de répondre à mes messages. Lors des réunions de famille, les gens me traitaient avec une cordialité froide jusqu'au jour où ma cousine Lisa King m'a prise à part et m'a dit « Dis Léa, je sais que tu traverses une période difficile, mais tu ne devrais pas t'en faire pression sur David et Laura. Ils ont besoin de leur espace. » Laura m'a dit « Tu as été très exigeante. » Exigeante, moi qui les voyais à peine une fois par mois. Moi qui marchais sur des œufs à chaque fois que j'interagissais avec eux. Moi qui avais renoncé à avoir des opinions, à exprimer des besoins, ou à exister pleinement. J'étais l'exigeante. J'ai demandé à Lisa ce que Laura avait spécifiquement dit. Elle est devenue mal à l'aise. Eh bien, des choses comme appeler trop souvent, venir sans prévenir, faire des commentaires passifs-agressifs sur la façon dont ils élèvent Maya. Rien de tout cela n'était vrai, mais Laura avait tissé une toile si parfaite que même ma propre famille la croyait elle au lieu de moi. Le point de rupture est arrivé le 2e anniversaire de Maya. Cette fois, je me suis assuré de demander exactement ce que je pouvais apporter. Laura m'a dit de ne rien apporter, qu'ils avaient tout organisé, mais j'ai insisté. S'il te plaît, laisse-moi contribuer avec quelque chose. Elle a finalement accepté que j'apporte des boissons. J'ai acheté des jus biologiques, de l'eau gazeuse et des sodas. J'ai dépensé près de $100 en boissons de qualité. Je suis arrivé à la fête à l'heure exacte qu'il m'avait indiquée. Cette fois, la célébration avait lieu dans une salle de fête pour enfants. Il y avait au moins 40 personnes, des familles entières que je ne connaissais pas. Les parents de Laura étaient là avec leurs frères et sœurs, leurs nièces et neveux, tous riants, tous à l'aise. Je me sentais comme une étrangère à l'anniversaire de ma propre petite fille. J'ai laissé les boissons à la table désignée. Laura ne les a même pas regardées. Merci, dit-elle sans se retourner. J'ai cherché David. Il était occupé à organiser des jeux avec les autres enfants. J'ai essayé de m'approcher de Maya, qui jouait avec des blocs dans un coin. Je me suis agenouillé à côté d'elle. « Bonjour, ma belle. Tu te souviens de ta grand-mère, dit Léa. » Maya m'a regardé avec de grands yeux curieux. Elle n'a rien dit. Elle ne se souvenait probablement pas de moi. Elle ne me voyait que tous les 2 mois et toujours pour de courtes périodes. J'ai tendu les mains pour la prendre. Immédiatement, Laura est apparue de nulle part. « Maya, viens avec maman. Il faut couper le gâteau. » Elle a pris l'enfant et est partie. Je suis resté agenouillé sur le sol, les bras tendus dans le vide. Plusieurs personnes m'ont regardé avec pitié.
C'était pire que l'indifférence. Pendant la cérémonie du gâteau, nous avons tous chanté « Joyeux anniversaire ». Maya était assise sur une chaise haute décorée de ballons couleur pêche. Laura et David étaient de chaque côté, les parents de Laura juste derrière. Quand ils ont pris la photo de famille, j'étais si loin en arrière qu'on ne me voyait même pas entièrement sur l'image. Seule une partie de mon épaule apparaissait. Après la découpe du gâteau, je me suis servi une tranche et je me suis assise à une table vide. J'ai mangé seul, regardant tout le monde se mêler, rire et s'amuser. David est passé 3 fois devant ma table et ne s'est pas arrêté une seule fois. Il était trop occupé à être l'hôte parfait. Quand il a été temps d'ouvrir les cadeaux, Maya a ouvert au moins 15 boîtes. Des jouets coûteux, des vêtements de marque et des livres illustrés. J'avais aussi apporté un cadeau. Un ensemble de blocs de bois faits à la main que j'avais trouvé à une foire artisanale. Ils étaient beaux, éducatifs et sûrs. Mais quand Maya est arrivée à mon cadeau, Laura l'a rapidement mis de côté. Oh, on l'ouvrira plus tard, ma chérie. Faisons celui-ci. Il est plus excitant. Mon cadeau est resté non ouvert à la fin, alors que tout le monde commençait à partir. J'ai décidé de partir avant la fin de la fête. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai cherché David pour lui dire au revoir. Il était à l'entrée, parlant au frère de Laura. Je me suis approché et j'ai touché son bras. Je m'en vais, mon fils. Merci de m'avoir invité. Il a hoché la tête distraitement. Bien sûr, maman. Merci d'être venu. Et il est retourné à sa conversation. Pas un câlin, pas un merci pour les boissons, pas un au revoir. Je me suis dirigé vers la sortie, les yeux brûlants de larmes contenues. Sur le parking, je les ai finalement laissés couler. J'ai pleuré, appuyé contre ma vieille voiture pendant 10 minutes. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu à travers la fenêtre de la salle que tout le monde riait encore, célébrait et s'amusait. Ils étaient parfaitement bien sans moi. Je suis rentré chez moi en sachant que quelque chose en moi s'était définitivement brisé. Mais je ne savais toujours pas que le pire était encore à venir. 2 semaines après cet anniversaire, j'ai reçu un appel de David. C'était un mardi après-midi. Je préparais le dîner quand j'ai vu son nom sur l'écran du téléphone. Mon cœur a fait un bond. Cela faisait des semaines qu'il ne m'avait pas appelé de sa propre initiative. « Allô, mon fils ?» ai-je répondu, essayant d'avoir l'air décontracté. « Il faut qu'on parle » dit-il d'une voix sérieuse. Laura et moi avons discuté de certaines choses et nous pensons qu'il serait préférable d'avoir une conversation avec toi. On peut venir demain. J'ai immédiatement accepté. J'ai passé toute la nuit et le lendemain matin à nettoyer la maison, à préparer du café et à faire des biscuits. Je pensais que peut-être il voulait me demander de garder Maya. Peut-être avait-il réfléchi et voulait me rapprocher de la famille. Comme j'étais stupide. Ils sont arrivés à 15 heures. Laura portait un dossier sous le bras. David m'a à peine regardé dans les yeux en entrant. Ils se sont assis sur le canapé, proches l'un de l'autre, formant un front uni. Je me suis assise en face d'eux dans le fauteuil qui avait été celui de Robert. « Dis Léa », commença Laura d'une voix douce mais ferme. « Nous avons remarqué un schéma dans ton comportement qui nous inquiète beaucoup. Un schéma de comportement invasif et contrôlant qui affecte notre famille. » J'ai haleté. « De quoi parlez-vous » David s'est raclé la gorge. « Maman, tu nous as mis beaucoup de pression. Tu viens sans appeler. Tu fais des commentaires inappropriés sur la façon dont nous élevons Maya. Et Laura se sent constamment jugée par toi. Aucune de ces choses n'est vraie. » J'ai essayé de me défendre, mais Laura a ouvert son dossier. « J'ai des exemples concrets, dit-elle. Le 20 mars, tu t'es présenté sans prévenir alors que nous n'étions pas à la maison. Le voisin t'a vu. J'avais seulement déposé un petit cadeau pour Maya. J'ai laissé le paquet à la porte et je suis parti. Le 5 avril, tu as fait un commentaire sur le fait que Maya était trop mince et que nous devrions mieux la nourrir. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'elle était magnifique. Le 15 mai, tu as critiqué la tenue que nous lui avions mise, disant que la couleur verte ne lui allait pas. Un mensonge. J'ai dit qu'elle était magnifique dans n'importe quelle couleur, mais Laura avait une liste complète, date après date, accusation après accusation, toutes des déformations de conversation réelles ou des fabrications complètes. Et David est resté assis là,
hochant la tête à chaque mot qui sortait de la bouche de sa femme. J'ai essayé de raisonner avec lui. David, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais les choses qu'elle dit. Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Tu me connais mieux que quiconque. Il a baissé les yeux. C'est exactement pourquoi c'est difficile, maman. Je sais que tu n'es pas une mauvaise personne, mais parfois les mères ont du mal à lâcher leurs enfants. Laura m'a aidé à comprendre que beaucoup de dynamiques de notre relation ne sont pas saines. Dynamique, lâcher prise, sain. Tous des mots que je savais que Laura lui avait mis dans la bouche. Laura se pencha en avant. Dis Léa, nous t'apprécions vraiment, mais nous avons besoin que tu respectes nos limites en tant que famille nucléaire. Nous avons décidé que pendant un certain temps, nous avons besoin d'espace. Plus de visites sans coordination au moins une semaine à l'avance. Plus de cadeaux non sollicités. Plus d'opinions sur la façon dont nous élevons Maya. Et surtout, plus de tentatives de manipuler émotionnellement David en le faisant se sentir coupable de nous accorder la priorité. Le mot « manipuler » me frappa comme une gifle physique. Je ne manipule personne, dis-je, ma voix tremblante. Je veux juste faire partie de la vie de ma petite fille, faire partie de la vie de mon fils. Laura soupira comme si elle avait affaire à un enfant difficile. Vois, c'est exactement le problème. Tu ne penses qu'à toi, à tes besoins, à ce que tu veux. Tu ne considères jamais ce dont nous avons besoin. David hocha la tête. Elle a raison, maman. Il s'agit toujours de toi. Je me suis levé. Je ne pouvais pas rester assise. Je sentais les murs se refermer sur moi. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. J'ai suivi toutes les règles. J'ai respecté toutes les limites. Que voulez-vous de plus de moi? Nous voulons que tu comprennes que nos vies ne tournent pas autour de toi, dit Laura, se levant elle aussi. Que Maya n'est pas ta deuxième chance de maternité. Que David est un homme adulte qui n'a pas besoin de sa mère pour s'occuper de lui. J'ai regardé mon fils. David, s'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas ce que tu veux vraiment. Il a enfin croisé mon regard et ce que j'y ai vu m'a brisé. Il n'y avait aucun doute, aucun conflit. Il était complètement convaincu que j'étais le problème. Nous avons besoin de cet espace, maman. S'il te plaît, respecte-le. Ils sont partis 10 minutes plus tard. Je les ai regardés par la fenêtre monter dans leur voiture. Laura conduisait. David était sur le siège passager, regardant son téléphone. Aucun d'eux n'a regardé la maison en arrière. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. J'ai tourné et retourné, revivant chaque instant de la conversation, chaque accusation, chaque regard déçu de David, chaque mot soigneusement choisi par Laura pour me faire passer pour une méchante. Le lendemain matin, j'ai appelé ma cousine, Lisa King. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il y eut un long silence à l'autre bout. Dis Léa, écoute, dit-elle finalement. Peut-être devrais-tu considérer qu'ils ont raison. Parfois les parents ne réalisent pas à quel point nous faisons pression. Ma propre fille m'a dit quelque chose de similaire l'année dernière. Et quand j'ai pris du recul, notre relation s'est améliorée. J'ai raccroché, me sentant plus seul que jamais. Même ma famille me disait que j'étais le problème. 3 semaines passèrent. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas rendu visite. J'ai attendu qu'il fasse le premier pas. Rien. 1 mois passa. Silence total. 2 mois. Pas un mot. Au 3e mois, j'ai essayé d'appeler David. Le téléphone a sonné jusqu'à la messagerie vocale. Je lui ai envoyé un SMS. Pas de réponse. J'ai envoyé un email demandant comment allait Maya. Rien. C'était comme si j'avais cessé d'exister. Je suis tombé dans une profonde dépression. J'ai cessé de quitter la maison, sauf pour l'essentiel. J'ai cessé de cuisiner des repas élaborés. Je vivais de soupes instantanées et de toast. La maison que je gardais autrefois impeccable est devenue couverte de poussière. Je n'avais d'énergie pour rien. Un après-midi, 6 mois après cette terrible conversation, j'étais allongé sur le canapé à regarder la télévision sans vraiment la voir quand la sonnette a retenti. Mon cœur a fait un bond. Peut-être que c'était David. Peut-être qu'il avait repris ses esprits. J'ai couru ouvrir la porte.
C'était Lisa. Elle avait l'air inquiète. « Dis Léa, il faut que je te parle. » Je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur le bord du canapé comme si elle craignait d'attraper ma misère. « Je viens de parler avec Amanda Vance, la mère de Laura, a-t-elle commencé. Elle m'a dit quelque chose que tu dois savoir. Apparemment, tu as harcelé Laura, l'appelant à toute heure, lui envoyant des messages menaçants, te présentant à son travail. Dis Léa, c'est très grave. Mon cerveau ne pouvait pas traiter ce que j'entendais. Je n'ai pas parlé à Laura depuis 6 mois. Je n'ai pas son numéro de travail. Je ne sais même pas où elle travaille. Lisa m'a regardé avec pitié. Écoute, je sais que tu traverses une période difficile, mais tu as besoin d'aide professionnelle. Ce niveau de déni n'est pas sain. Elle ne me croyait pas. Personne ne me croirait. Laura avait construit un récit si solide que tout ce que je disais sonnait comme les excuses d'une femme désespérée. J'ai demandé à Lisa de partir. Elle est partie, mais non sans me laisser le nom d'un thérapeute. Juste au cas où tu déciderais de chercher de l'aide, dit-elle. Cette nuit-là, je me suis assise à la table de la salle à manger avec un carnet. J'ai tout écrit. Chaque interaction avec Laura, chaque mensonge qu'elle avait raconté. Chaque fois qu'il m'avait éloigné de Maya, chaque humiliation, j'ai rempli 12 pages d'une écriture serrée. Et à la fin, j'ai réalisé quelque chose. Quoi que j'écrive, quelle que soit la quantité de preuves que j'avais, Laura avait gagné. Elle avait pris mon fils. Elle avait pris ma petite fille. Elle avait pris ma famille élargie et elle m'avait laissé complètement seul. Le lendemain, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un avocat. David et Laura demandaient formellement que je cesse tout contact. La lettre utilisait des mots comme harcèlement, comportement erratique et bien-être du mineur. Il me menaçait d'une ordonnance d'interdiction si j'essayais de m'approcher d'eux ou de Maya. J'ai lu cette lettre 5 fois. Chaque fois, les mots faisaient plus mal. Mon propre fils me menaçait légalement. J'ai signé l'accusé de réception avec des mains tremblantes, et quelque chose en moi est mort ce jour-là. La mère que j'avais été, la grand-mère que je rêvais d'être, la femme qui avait encore de l'espoir, tout est mort. Ce qu'il restait était une coquille vide assise dans une maison silencieuse, comprenant enfin que j'avais tout perdu. Les 6 mois suivants furent les plus sombres de ma vie, plus sombres encore que lorsque Robert est mort. Parce que lorsque j'ai été veuve, j'avais le soutien de David. J'avais un but, continuer pour mon fils. Maintenant, je n'avais rien. Je me réveillais chaque matin sans raison de sortir du lit. La maison était dans un silence permanent. Le téléphone ne sonnait jamais. La sonnette ne retentissait jamais. C'était comme vivre dans un tombeau. J'ai cessé de manger correctement. J'ai perdu presque 20 kg pendant ces mois. Mes vêtements étaient énormes sur moi. J'avais de profondes cernes sous les yeux. Mes cheveux tombaient par poignées. Je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu la femme qui me regardait. J'étais un fantôme habitant un corps. J'ai eu des pensées sombres pendant cette période. Des choses très sombres. Il y a eu des nuits où j'étais assise dans la cuisine avec une bouteille de somnifère devant moi, me demandant si quelqu'un remarquerait mon absence. Probablement pas. Peut-être que des semaines s'écouleraient avant que quelqu'un ne s'en rende compte. Mais quelque chose en moi, quelque chose de petit et d'obstiné, refusait d'abandonner complètement. C'était la voix de Robert dans ma tête. Dis Léa, disait-il dans mes souvenirs, tu es plus forte que ça. Ne les laisse pas te détruire. Un après-midi d'octobre, 11 mois après avoir reçu la lettre de l'avocat, j'étais assise sur le canapé à regarder la télévision, sans vraiment la voir. Une émission de cuisine était diffusée, le chef préparait des gâteaux élaborés décorés de fleurs en sucre et de détails complexes. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose, une petite étincelle d'intérêt. Je me suis souvenu à quel point j'aimais faire de la pâtisserie. À quel point Robert disait toujours que mes desserts étaient les meilleurs du monde. À quel point David, enfant, s'asseyait dans la cuisine pour me regarder travailler, me volant des morceaux de pâte quand je ne regardais pas. La cuisine avait été mon refuge, ma façon d'exprimer l'amour, et je l'avais complètement abandonnée. Le lendemain, je suis allé au supermarché. J'ai acheté de la farine, du sucre, des œufs, du beurre. J'ai acheté de nouveaux moules et ustensiles qui devaient être remplacés. J'ai dépensé presque $200.
Je suis rentré chez moi et j'ai fait un simple gâteau à la vanille. Rien d'extravagant. Mais au fur et à mesure que je mélangeais les ingrédients, alors que l'arôme emplissait la cuisine, quelque chose en moi a commencé à se réveiller. Le gâteau a été parfait. Moelleux, avec juste la bonne quantité de sucre. Je l'ai goûté, et pour la première fois depuis près d'un an, j'ai souri. J'ai cuisiné tous les jours pendant les 2 semaines suivantes. Gâteaux, biscuits, tartes et brownies. La cuisine est devenue ma thérapie. Je n'avais personne à qui donner tout ce que je faisais, alors je l'ai distribué aux voisins, aux facteurs, à la dame du dépanneur du coin. Les gens ont commencé à me demander des choses spécifiques. Dis Léa, tu pourrais refaire ces cookies aux pépites de chocolat. Dis Léa, ma fille a son anniversaire. Tu ferais un gâteau? Je te paierai. J'ai commencé à facturer de petites sommes au début. 15 $ pour un gâteau, 30 $ pour 2 douzaines de biscuits. Il ne s'agissait pas d'argent. C'était parce que j'avais besoin de sentir que ce que je faisais avait de la valeur, que j'avais de la valeur. La demande a augmenté. Un client m'a recommandé à un autre et celui-ci à 3 autres. Soudain, je faisais 5 gâteaux par semaine. J'ai acheté plus de moules, amélioré mes recettes et commencé à expérimenter les saveurs. Tarte au citron meringuée, brownie au café et aux noix, et sablé à la lavande. Chaque création était un acte de reconstruction. Chaque client satisfait était une petite victoire contre le vide. 6 mois après avoir commencé, l'un de mes clients, le propriétaire d'un petit café, m'a fait une proposition. Dis Léa, vos desserts sont extraordinaires. Envisageriez-vous de me fournir régulièrement? J'ai besoin de 10 gâteaux par semaine. Je vous paierai 500 $ par mois. J'ai accepté sans réfléchir. 500 $ n'était pas beaucoup, mais c'était un début. C'était un but. C'était une raison de se lever chaque matin. J'ai converti la salle à manger en mini-boulangerie. J'ai acheté un four industriel d'occasion. J'ai investi dans des ingrédients de meilleure qualité. Je me levais à 5 heures du matin pour faire de la pâtisserie. Je travaillais jusqu'à 21 heures pour perfectionner les recettes. Je n'avais pas de vie sociale. Je n'avais pas de famille. Mais j'avais ça, et ça me sauvait. 1 an plus tard, j'avais 3 cafés comme clients, puis 5, puis 8. Je gagnais 4 000 $ par mois. Ce n'était pas une fortune, mais c'était plus que ce que j'avais jamais gagné dans ma vie. J'ai déménagé dans un petit local commercial, une cuisine partagée que je louais à l'heure. J'ai embauché ma première aide, une jeune femme nommée Annie, qui étudiait les arts culinaires. Elle m'a appris les techniques modernes. Je lui ai enseigné les secrets des recettes traditionnelles. Nous avons créé une symbiose parfaite. 2 ans après avoir touché le fond, j'avais une clientèle de 20 établissements, cafés, petits restaurants et épiceries fines. Mon entreprise avait un nom officiel, Dilea's Delight. Elle avait un logo, des cartes de visite, un compte bancaire séparé, des employés. Elle générait 10 000 $ par mois, et le plus important, j'avais de la dignité. J'avais cessé de pleurer David. J'avais cessé de vérifier obsessivement les réseaux sociaux de Laura. J'avais cessé d'attendre que le téléphone sonne. Je n'avais pas oublié. La douleur était toujours là, nichée dans un coin de ma poitrine. Mais elle ne me contrôlait plus. Elle ne me définissait plus. J'étais Dileya, propriétaire d'une entreprise florissante. Dileya, employeuse. Dileya, entrepreneur. Dileya, femme indépendante. Pas seulement Dileya, la mère rejetée, la grand-mère interdite, l'épouse délaissée. J'ai eu 63 ans, seul dans ma cuisine commerciale, entouré de moules et de sacs de farine. Mais je ne me sentais pas triste. Je me sentais fier. J'avais survécu. Plus que ça, j'avais prospéré. Puis est venu le moment qui a tout changé. Un chef renommé a goûté l'un de mes gâteaux dans l'un des cafés que je fournissais. Il m'a cherché personnellement. Madame Dia, dit-il en apparaissant dans ma cuisine, c'est de l'art comestible. Avez-vous envisagé de vous développer? J'ai des contacts dans l'industrie hôtelière. Il y a un énorme marché pour la pâtisserie artisanale de haute qualité. 3 mois plus tard, je fournissais 2 hôtels de luxe. 6 mois plus tard, c'était 5 hôtels. 1 an plus tard,
j'avais des contrats avec 10 établissements haut de gamme et une liste d'attente de clients potentiels. J'ai dû louer une cuisine industrielle complète. J'ai embauché 8 employés. J'ai acheté de l'équipement professionnel. J'ai investi dans des emballages élégants. Mon chiffre d'affaires mensuel a atteint 15 000 $. 15 000 $ par mois. Moi qui avais vécu de la pension de Robert pendant des années. Moi qui comptais chaque centime. Moi qui avais normalisé la rareté. Soudain, j'avais plus d'argent que je ne savais quoi en faire. Je n'ai pas changé radicalement ma façon de vivre. J'étais toujours frugal de nature, mais j'ai commencé à m'offrir de petits luxes. De nouveaux vêtements qui me convenaient bien, des coupes de cheveux dans un salon décent, un abonnement à une salle de sport pour prendre soin de ma santé, de la nourriture de qualité et des suppléments vitaminiques. Petit à petit, la femme dans le miroir a commencé à ressembler à quelqu'un de vivant à nouveau. J'avais 64 ans quand mon comptable m'a dit, Leia, avec ces chiffres, vous pourriez envisager d'acheter une propriété, un investissement, quelque chose qui vous donne une stabilité à long terme. J'ai commencé à regarder des propriétés, des maisons modestes dans des quartiers calmes, des appartements pratiques, rien de tape à accent grave-l'œil. Puis mon agent immobilier m'a montré le Penthouse. C'était ridicule. 185 mètres carrés dans un immeuble de luxe du centre-ville. D'énormes fenêtres avec une vue panoramique, une cuisine de designer avec des appareils électroménagers en acier inoxydable, 2 chambres avec salle de bain privative, une terrasse privée, et une salle de sport et une piscine dans l'immeuble. Le prix était absurde, 350 000 $. Je n'aurais jamais pu me le permettre. Mais quand je suis entré dans ce Penthouse et que j'ai vu la ville s'étendre devant moi, quelque chose a fait tilt. Cet endroit représentait tout ce que j'avais accompli, tout ce que j'avais construit à partir des cendres. J'ai parlé avec la banque. Avec mon revenu vérifiable et un acompte substantiel, ils ont approuvé le prêt. J'ai signé les papiers avec des mains tremblantes. Je ne pouvais pas croire que c'était réel, que moi, Leia, la femme qui avait été jetée comme une ordure par sa propre famille, était maintenant propriétaire d'un Penthouse de luxe. J'ai emménagé un samedi ensoleillé de printemps. Je n'avais pas beaucoup d'affaires. J'ai fait don de la plupart des meubles de l'ancienne maison. Je voulais repartir de zéro. J'ai acheté des meubles modernes et confortables. J'ai décoré avec des plantes et de l'art local. J'ai converti la 2e chambre en bureau pour gérer mon entreprise. La première nuit dans le Penthouse, je me suis assise sur la terrasse avec un verre de vin. J'ai regardé les lumières de la ville clignoter au loin. J'ai pensé à Robert, à quel point il serait fier. J'ai pensé à David, à quel point il ne savait probablement même pas que sa mère avait complètement reconstruit sa vie. J'ai pensé à Maya, à quel point elle devait avoir 14 ans maintenant et je ne la connaissais pas du tout. J'ai laissé les larmes couler librement. Non pas des larmes de tristesse, mais de libération. J'avais lâché prise, enfin lâché prise de la fantaisie qu'il reviendrait un jour, qu'il s'excuserait un jour, qu'il m'aimerait un jour comme je les aimais. Je n'avais plus besoin de ça. J'avais quelque chose de mieux. Je m'avais moi-même. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Je me suis réveillé dimanche, me sentant rafraîchi. J'ai préparé du café dans ma nouvelle cuisine. Je suis sorti sur la terrasse pour profiter du soleil. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu des messages de clients, d'employés, de fournisseurs, des gens qui avaient besoin de moi, des gens qui valorisaient mon travail, des gens qui me respectaient. Je n'avais pas besoin de David et Laura pour être complète. J'étais complète seule. Du moins, c'est ce que je pensais, car à 10 heures du matin, la sonnette a retenti. Et quand j'ai ouvert cette porte, mon passé se tenait là, portant des valises, exigeant d'entrer dans ma nouvelle vie. Et tout ce que j'avais construit, toute la paix que j'avais trouvée était sur le point de s'effondrer à nouveau. Nous sommes restés là, ce qui a semblé être une éternité. Ils étaient dans le couloir avec leurs valises et leurs attentes. J'étais dans l'embrasure de la porte, tenant la poignée comme si c'était la seule chose qui me maintenait debout. Laura fut la première à rompre le silence. « Tu ne vas pas nous inviter à entrer ? Nous avons fait 2 heures de route pour arriver ici. Au moins tu pourrais nous offrir de l'eau. » Sa voix avait ce ton. Ce ton dont je me souvenais si bien. Doux en surface, mais avec de l'acier en dessous. Le ton qu'elle utilisait quand elle voulait que je me sente coupable d'exister. J'ai regardé David. Je l'ai vraiment regardé.
Il avait vieilli. Il avait des cheveux gris aux tempes et des rides autour des yeux. Il avait l'air fatigué, vaincu, rien à voir avec l'homme prospère et confiant qu'il était autrefois. « Comment avez-vous su où j'habitais » ai-je demandé. Ma voix semblait plus ferme que je ne l'attendais. Laura sourit. Les réseaux sociaux sont merveilleux. Non, en fait, l'un de tes employés a posté une photo taguant ton entreprise. Nous avons fait quelques recherches et avons trouvé le registre public de ton achat. Félicitations pour ton succès, ma chérie. Ça a dû être lucratif. La façon dont elle a dit « lucratif » me faisait sentir sale, comme si mon succès était quelque chose de honteux, quelque chose de suspect. David a finalement parlé. « Maman, on peut entrer ? Il faut qu'on te parle. C'est important. » Il y avait tant de réponses possibles. Je pouvais leur claquer la porte au nez. Je pouvais leur dire d'aller au diable. Je pouvais appeler la sécurité de l'immeuble. Mais une partie de moi, cette partie folle qui était encore une mère, qui se souvenait encore du garçon qu'avait été David, a cédé. Je me suis écarté. Ils sont entrés, traînant leurs valises. Laura a regardé autour d'elle avec des yeux évaluateurs. Le Penthouse était immaculé. Des meubles de bon goût, de l'art au mur, des plantes saines près des fenêtres, la vue spectaculaire sur la ville. « Waouh » dit Laura, laissant tomber son sac à main sur mon canapé de couleur perle. « Tu t'es vraiment bien débrouillé. Ça a dû coûter une fortune. » Je n'ai pas répondu. Je ne lui devais aucune explication sur mes finances. David s'est assis sans y être invité. Il avait l'air mal à l'aise, peut-être embarrassé, mais pas assez pour partir. « Maman, commença-t-il. Je sais que ça fait longtemps. Je sais que la dernière fois que nous avons parlé, les choses ne se sont pas bien terminées. 12 ans, l'interrompis-je. Ça fait 12 ans, David. 12 ans depuis que tu m'as menacé d'une ordonnance restrictive. 12 ans depuis que tu m'as traité de harceleuse. 12 ans pendant lesquels je n'ai rien su de ma petite fille. À ce sujet, dit Laura en s'asseyant à côté de lui. Nous avons beaucoup réfléchi. Peut-être que nous avons été trop durs avec toi. Peut-être que nous avons mal interprété certaines de tes actions. Nous étions sous beaucoup de stress à l'époque. Être jeune parent est difficile. Peut-être que nous avons mal interprété. Nous étions sous stress. Pas de véritables excuses, pas de reconnaissance de ce qu'il m'avait fait, juste de douces excuses enveloppées dans des mots prudents. « Pourquoi êtes-vous ici » demandai-je directement. Laura et David se regardèrent. Une communication silencieuse passa entre eux. Finalement, David soupira. « J'ai eu des problèmes financiers, dit-il. Mon entreprise a coulé il y a environ 8 mois. Nous avons perdu notre appartement. Nous vivons chez les parents de Laura, mais ils traversent aussi des difficultés. La mère de Laura est tombée malade, et les dépenses médicales ont été accablantes. Nous avons besoin d'un endroit où rester pendant que nous nous réorganisons. Voilà, la vérité nue. Il n'était pas venu parce qu'il me manquait. Ils n'étaient pas venus parce qu'ils voulaient la réconciliation. Ils étaient venus parce qu'ils avaient besoin de moi. Ou plus précisément, ils avaient besoin de mon argent et de mon espace. Je vois, dis-je. Et Maya, où est-elle ? Elle est chez ma sœur Lisa. Laura dit, nous avons pensé qu'il valait mieux avoir cette conversation d'abord, tu sais, entre adultes. Bien sûr. Entre adultes. Après 12 ans de silence, après de fausses accusations, après avoir détruit ma réputation familiale, maintenant ils voulaient parler comme des adultes. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'eux. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Je les ai regardés avec le calme que j'avais appris pendant ces 12 ans de solitude et de reconstruction. Alors, laissez-moi comprendre, dis-je lentement. Vous m'avez complètement coupé de votre vie. Vous m'avez accusé de choses terribles. Vous m'avez menacé légalement. Vous m'avez transformé en paria de la famille. Et maintenant que vous avez des problèmes financiers, vous vous présentez ici en vous attendant à ce que je vous sauve. David eut la décence d'avoir l'air honteux. Maman, je sais que ça sonne mal. Ça sonne exactement comme ce que c'est, David. De l'opportunisme. Laura se tendit. Ce n'est pas de l'opportunisme, dit Léa. C'est de la famille. Les familles s'entraident dans les moments difficiles.
Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. C'était un rire amer et sans joie. Famille. Maintenant je suis de la famille. Où était cette famille quand j'ai sombré dans la dépression? Où était-il quand j'ai perdu 20 kg parce que je ne pouvais pas manger de douleur? Où était-il quand j'ai envisagé des options sombres parce que je me sentais complètement seul au monde? Le silence qui suivit était dense. David ouvrit la bouche mais la referma sans rien dire. Laura, cependant, était impassible. Tout le monde a ses difficultés, dit-elle froidement. Nous avons aussi traversé des moments difficiles. La différence est que j'ai traversé ça seul, dis-je. Vous aviez l'un l'autre. Vous aviez Maya. Vous aviez toute la famille que vous m'avez enlevée. Je n'avais personne. Maman, s'il te plaît. David tendit les mains dans un geste suppliant. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais ne pouvons-nous pas simplement laisser ça derrière nous et aller de l'avant? Laisser ça derrière nous, répétai-je. David, tu es mon fils, mon unique fils. Je t'ai aimé dès le moment où j'ai su que tu existais. Je t'ai élevé seul pendant des années après la mort de ton père. Et tu as choisi de la croire elle plutôt que moi. Encore et encore, tu as choisi de la croire elle. David se frotta le visage avec les mains. Laura m'a aidé à voir des schémas malsains dans notre relation, maman. Elle m'a aidé à établir des limites. Elle t'a manipulé, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Et tu l'as laissé faire. Laura se leva brusquement. Je ne vais pas rester ici à écouter des accusations infondées. Je suis venu avec la meilleure intention, essayant de reconstruire des ponts, et tu m'attaques. Elle se dirigea vers la porte, mais s'arrêta, attendant. C'était une ruse que je connaissais bien. Le drame de la sortie, l'attente que quelqu'un la supplie de rester. Personne ne le fit. David la regarda paniqué. Laura, attends. Elle se retourna, des larmes parfaitement calculées dans les yeux. Non, David. Ta mère a été très claire sur ce qu'elle pense de moi. Je ne me soumettrai pas à cet abus. Abus. Ce mot encore, le même qu'elle avait utilisé 12 ans auparavant pour monter tout le monde contre moi. Mais cette fois, cela ne fonctionnerait pas. Cette fois, je n'étais pas la femme désespérée implorant des miettes d'attention. Laura, dis-je d'une voix calme, tu peux partir si tu veux. La porte est ouverte. Elle me regarda surprise. Elle s'attendait clairement à ce que j'intervienne, que j'adoucis ma position, que je m'excuse. David se leva. Maman, s'il te plaît. Ça ne doit pas être comme ça. Comment ça doit être, David? T'attends-tu à ce que je fasse comme si rien ne s'était passé? Dois-je ouvrir ma maison à des gens qui m'ont émotionnellement détruite? Dois-je vous sauver financièrement après que vous m'ayez traité comme des ordures? Nous ne te demandons pas d'argent, dit Laura, retournant au canapé, sa sortie dramatique oubliée. Juste un endroit temporaire où rester. 2, 3 mois maximum, jusqu'à ce que David trouve un emploi et que nous puissions louer quelque chose. Un endroit temporaire. 3 mois dans mon sanctuaire, dans l'espace que j'avais acheté à la sueur de mes années de dur labeur, dans la maison qui représentait ma renaissance. J'ai regardé mon fils. Je l'ai vraiment regardé et je me suis demandé quand exactement il avait perdu sa colonne vertébrale. Quand il était devenu cet homme qui laissait sa femme parler pour lui, qui se présentait à la porte de sa mère après 12 ans, la main tendue. David, dis-je doucement, veux-tu être ici ou t'as-t-elle dit de venir? Il hésita. Cette hésitation me donna la réponse. Maman, nous avons besoin d'aide. Ça ne répond pas à ma question. Veux-tu te réconcilier avec moi, ou as-tu juste besoin d'un logement gratuit? Les mots le frappèrent. J'ai vu l'impact dans ses yeux. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin dire la vérité, qu'il admettrait que c'était l'idée de Laura, qu'il ne faisait que suivre les ordres comme il l'avait fait pendant 14 ans. Mais Laura intervint avant qu'il ne puisse parler. C'est ridicule. Nous sommes ta famille, dit Léa. Quels que soient les problèmes que tu as avec le passé, tu ne peux pas nous tourner le dos maintenant. Je la regardais. Je la regardais vraiment. Et pour la première fois en toutes ces années, je ne ressentis aucune peur. Je ne ressentis pas le besoin de lui faire plaisir. Je ne ressentis qu'une clarté cristalline. C'est vous qui m'avez tourné le dos en premier, dis-je. Et j'ai appris à vivre sans vous. J'ai appris à prospérer sans vous.
Et maintenant vous venez ici, en supposant que vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté, comme si rien ne s'était passé. Laura se raidit. Son masque de vulnérabilité se fissura une seconde, et je vis ce qui avait toujours été en dessous, une colère pure. Tu es incroyablement égoïste, dit-elle d'une voix sèche. Regarde cet endroit. Tu as tout cet espace, tout cet argent, et tu ne veux rien partager avec ta propre famille. Quel genre de mère es-tu? Une qui a appris à prendre soin d'elle-même, répondis-je sans broncher. Une qui ne sera plus manipulée. Manipulée, répéta TL avec dédain. C'est toujours ça avec toi, n'est-ce pas? Tu es toujours la victime. Tu ne peux jamais accepter la responsabilité de quoi que ce soit. Je me levai lentement. Toute ma taille, toute ma présence. Je ne me suis pas recroquevillé comme avant. Laura, pendant des années, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Quel défaut j'avais qui faisait que mon propre fils me rejetait. J'ai passé des nuits entières à revoir chaque conversation, chaque interaction, cherchant mes erreurs. Et j'en ai trouvé beaucoup, mais aucune d'entre elles ne justifiait ce que vous m'avez fait. Maman, David commença. Je n'ai pas fini, dis-je, gardant mes yeux sur Laura. Ma plus grande erreur a été de vous laisser contrôler le récit. C'était de croire que si je me faisais plus petite, plus invisible, plus conciliante, vous finiriez par m'accepter. Mais il ne s'agissait jamais de ce que je faisais ou ne faisais pas, n'est-ce pas, Laura? Il s'agissait de pouvoir, de contrôler complètement David, et j'étais un obstacle. Elle rit. Comme tu es devenu dramatique. C'est ce que tu te dis pour dormir la nuit? Que je suis la méchante de ta petite histoire? Tu n'es pas une méchante, dis-je calmement. Tu es une personne profondément insécure qui avait besoin d'isoler David de quiconque pouvait l'influencer. Tu as commencé par moi parce que j'étais la plus proche, la plus menaçante pour ton contrôle. C'est ridicule, dit-elle en se tournant vers David. Tu vas la laisser me parler comme ça? David était pâle. Il nous regardait tous les deux comme un enfant pris entre deux adultes en conflit. Il ne savait pas quoi dire. Il n'avait probablement pas su quoi dire depuis des années. Je lui ai répondu. David ne va rien dire, Laura, parce que c'est comme ça que fonctionne votre dynamique. Tu parles, tu décides, tu contrôles, et il a appris qu'il est plus facile d'être d'accord avec toi que de t'affronter. David a finalement retrouvé sa voix. Ce n'est pas vrai, maman. Laura et moi sommes partenaires. Nous prenons des décisions ensemble. Sérieusement, demandai-je. Venir ici, c'était ta décision. Ou a-t-elle vu mon succès sur les réseaux sociaux et a-t-elle décidé qu'il était temps de se reconnecter? C'était nos deux idées, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. J'ai hoché la tête lentement. David, sais-tu combien de fois j'ai essayé de te contacter pendant ces 12 années? Les 6 premiers mois, j'ai essayé constamment. Appels, messages, emails, rien. Puis j'ai essayé à chacun de tes anniversaires, à chaque Noël, à chaque fête des mères que j'ai passé le cœur brisé et seul. Tu n'as jamais répondu. Pas une seule fois. Maman, tu as eu 12 ans pour répondre. L'interrompis-je. 12 ans pour te demander si peut-être tu avais été trop dur. 12 ans où tu aurais pu vérifier si toutes ces choses que Laura te disait sur moi étaient vraies. Mais tu ne l'as pas fait parce qu'il était plus confortable de la croire elle. Plus facile de faire de moi la méchante que de remettre en question ta femme. Le silence a rempli le Penthouse. Dehors, la ville continuait de bouger. Voitures, gens, vie. Mais à l'intérieur de ces murs, le temps s'était arrêté. Et alors, demanda Laura d'une voix froide. Tu vas nous mettre dehors? Tu vas laisser ton fils et ta petite fille finir dans la rue? Maya n'est pas ici, ai-je fait remarquer. Et curieusement, tu n'as jamais mentionné de l'amener jusqu'à ce que tu aies besoin de l'utiliser comme une arme émotionnelle. Laura serra la mâchoire. Bien sûr, elle vient avec nous. C'est notre fille. C'est elle que vous êtes ici, ai-je demandé. C'est elle que vous essayez d'emménager chez moi. Ou comptiez-vous lui présenter cela comme un fait accompli? David se frotta les tempes. Maman, tu compliques les choses inutilement. Nous avons juste besoin d'aide temporaire. Pourquoi faut-il que ce soit si difficile? Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un endroit où vivre, David. Il s'agit du fait que tu te présentes après 12 ans en t'attendant à ce que j'agisse comme si rien ne s'était passé.
Comme si tu ne m'avais pas détruite, comme si tu avais droit à mon espace, ma paix, ma vie. Nous n'avons nulle part où aller, dit-il. Et pour la première fois, j'ai entendu quelque chose de réel dans sa voix. Du désespoir. Les parents de Laura ne peuvent plus nous aider. Mes amis sont dans des situations similaires. Tu es notre dernière option. Dernière option. Ces mots firent plus mal que je ne l'attendais. Je n'étais pas la famille qui leur manquait. J'étais le dernier recours quand tout le reste avait échoué. Parle-moi de Maya, dis-je, changeant de sujet. Comment est-elle? La question prit David au dépourvu. Elle est-elle merveilleuse, intelligente, talentueuse? Elle étudie le piano. Elle réussit très bien à l'école. Je souris tristement. Elle a 14 ans, et je ne sais rien d'elle. Je ne sais pas si elle me ressemble ou si elle te ressemble. Je ne sais pas ce qu'elle aime manger. Je ne sais pas quelle musique elle écoute. Je ne sais pas ce qui la fait rire. Je suis une complète étrangère pour ma propre petite fille. Et ce fut votre décision, pas la mienne. Maman, David commença, mais je l'arrêtai. Je vais être très clair, dis-je. Je ne vais pas vous permettre d'emménager ici. C'est mon espace, mon sanctuaire. Je l'ai construit à partir de zéro après que vous m'ayez brisé. Je ne le contaminerai pas par votre présence. Laura se leva furieuse. As-tu entendu ça, David? Ta mère vient de nous traiter de contamination. Ne déforme pas mes paroles, dis-je fermement. J'ai dit que je ne contaminerai pas mon espace par votre présence. Il y a une différence. Cependant, continuai-je, regardant David. Je ne vous laisserai pas à la rue. Je vais vous offrir quelque chose de différent. Ils me regardèrent tous les deux. David avec espoir, Laura avec méfiance. Je paierai 3 mois de loyer pour vous dans un appartement modeste, dis-je. 1200 $ par mois. Cela vous donne le temps à David de trouver du travail et de se stabiliser. Je vous donnerai également 2000 $ pour les dépenses initiales. Nourriture, services publics, tout ce dont vous avez besoin. David poussa un soupir de soulagement. Maman, merci. Je ne savais pas, je n'ai pas fini, dis-je. Cela vient avec des conditions. Laura croisa les bras. Bien sûr que oui. Condition 1, c'est un prêt, pas un cadeau. Quand David trouvera du travail, vous rembourserez 1000 $ par mois jusqu'à ce que vous régliez les 6000 $. Pas d'intérêt, juste le montant principal. Exact. Condition 2, pendant ces 3 mois, je veux voir Maya une fois par semaine. 1 heure dans un endroit neutre, un café, un parc où elle se sentira à l'aise. Laura ouvrit la bouche pour protester, mais je levai la main. Condition 3, si Maya ne veut pas me voir, je respecterai sa décision. Je ne forcerai pas une relation, mais cela doit être sa décision, pas la vôtre. Et enfin, condition 4, vous chercherez une thérapie familiale. Tous les 3, vous deux et Maya. Non négociable. C'est absurde, dit Laura. Nous n'avons pas besoin de thérapie. Alors vous n'avez pas besoin de mon aide, répliquai-je. Ce sont mes conditions. Prenez-les ou laissez-les. David regarda Laura. Pour la première fois, je vis quelque chose dans ses yeux. Je n'étais pas sûr de ce que c'était. Frustration, épuisement, peut-être le début d'une prise de conscience. Laura, il faut qu'on accepte, dit-il à voix basse. Nous n'avons pas d'option. Elle serra les poings. C'est toujours une question de contrôle avec toi, dit Leia. Toujours fixer des conditions. Toujours manipuler. Non, Laura. Le contrôle, c'est ce que tu as exercé pendant 12 ans. Ce sont des limites. Des limites saines. Tu te souviens de ce concept, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as enseigné à David. Elle me foudroya du regard, mais elle savait que j'avais gagné cette manche. Ils avaient trop besoin de mon aide pour la refuser. D'accord, dit David finalement. Nous acceptons vos conditions. Toutes. Parfait, dis-je. Demain, je transférerai l'argent pour l'appartement. Vous pourrez trouver quelque chose dans votre budget et m'envoyer les détails. Les 2000 $ supplémentaires vous seront remis une fois que vous aurez signé un document confirmant que c'est un prêt. Un document légal, demanda Laura indignée. Faire confiance,
mais vérifiez, dis-je, une autre phrase que je suis sûr qu'elle connaît. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail à faire. Il est temps pour vous de partir. David se leva lentement. Merci, maman, dit-il. Je ne m'attendais pas à ça. Je sais, répondis-je. Tu ne t'attendais à rien de bon de ma part. Ça en dit long sur la façon dont tu me vois, ou sur la façon dont on t'a appris à me voir. Ils partirent, traînant leurs valises dans le couloir. À la porte, David se retourna. Y a-t-il une chance que ça marche, demanda-t-il, que nous puissions redevenir une famille? J'ai regardé mon fils, l'homme qu'il était devenu, si différent du garçon que j'avais élevé. Je ne sais pas, David, dis-je honnêtement. Mais si ça doit marcher, ce sera à des conditions très différentes d'avant. Je ne suis plus la femme que j'étais. Je n'ai plus besoin de ton approbation pour me sentir digne, et je ne te permettrai plus de me traiter comme une option de dernier recours. Il hocha la tête lentement. Je pense que je comprends. Je l'espère, dis-je, parce que c'est la seule chance que vous aurez. Je refermai la porte derrière eux et m'appuyai contre. Tout mon corps tremblait. J'avais été forte. J'avais établi des limites. J'avais maintenu ma dignité, mais ça faisait mal. Mon Dieu, comme ça faisait mal. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté sur la terrasse, à regarder les lumières de la ville jusqu'à ce que le ciel commence à s'éclaircir. J'avais fait ce qu'il fallait. Je le savais dans mon esprit, mais mon cœur saignait encore. J'avais rêvé du retour de David pendant des années. Dans ses fantasmes, il arrivait repentant, reconnaissant tous les dommages qu'il m'avait causés. Nous nous serrerions dans les bras, pleurerions ensemble et reconstruirions ce qui était brisé. La réalité avait été complètement différente. Il était venu par nécessité, pas par amour, et j'avais dû me protéger au lieu de l'embrasser. Le lendemain, j'ai tenu ma promesse. J'ai transféré l'argent pour l'appartement. David m'a envoyé l'adresse d'un endroit modeste à 40 minutes de Montpentouse, 2 chambres, une salle de bain, une petite cuisine, $1 200 par mois de loyer. Je leur ai donné les $2 000 supplémentaires après qu'ils aient signé le document de prêt devant un notaire. Laura a signé avec une rage contenue. David a signé avec la honte dans les yeux. 3 jours plus tard, j'ai reçu un message de David. Maya veut te rencontrer ce samedi à 15 h au café de la rue Elm. Mon cœur s'est arrêté. Après 12 ans, j'allais enfin voir ma petite fille. La fille que j'avais tenue quelques minutes seulement quand elle était bébé. La fille dont je n'avais vu la croissance que sur des photos volées des réseaux sociaux avant que Laura ne bloque ses comptes. J'ai répondu avec des mains tremblantes. Je serai là samedi. Je suis arrivé 30 minutes en avance. J'ai choisi une table près de la fenêtre, mais pas trop visible. J'ai commandé un café que je n'ai pas pu boire. Mes mains tremblaient trop. À 15 h pile, la porte s'est ouverte et elle était là. Maya était magnifique, grande pour ses 14 ans, avec les cheveux foncés de Laura, mais les yeux de David, les yeux de Robert. Elle avait l'air nerveuse, mal à l'aise. David était derrière elle. Laura était visiblement absente. Je me suis levé lentement. Bonjour, Maya, dis-je d'une voix douce. Je suis ta grand-mère, dit Leia. Elle m'a regardé avec curiosité mêlée de prudence. Bonjour, a-t-elle répondu. Sa voix était douce, polie, la voix de quelqu'un qui ne savait pas à quoi s'attendre. David est resté près de la porte. Juste 1 heure, maman, dit-il, comme nous l'avions convenu. J'ai hoché la tête. Il a quitté le café, mais je l'ai vu par la fenêtre, assis sur un banc à l'extérieur, surveillant, protégeant sa fille de moi, de sa propre mère. Maya s'est assise en face de moi, tenant son sac à main sur ses genoux comme un bouclier. Voudrais-tu commander quelque chose, demandai-je. Un chocolat chaud, n'importe quoi. Elle a commandé un frappuccino au caramel et un biscuit. Je n'ai pas touché mon café. Je ne savais pas par où commencer. J'avais répété ce moment 1000 fois dans ma tête. Mais maintenant qu'elle était là, tous les mots s'étaient évaporés. Papa dit que nous ne t'avons pas vu parce que toi et maman ne vous entendiez pas, dit Maya soudainement. Il dit que c'était compliqué. J'ai regardé cette fille, ma petite fille, et j'ai dû prendre une décision. Je pouvais lui dire la vérité.
Je pouvais lui raconter tous les mensonges de Laura, toutes les manipulations, toute la douleur. Je pouvais la faire haïr sa mère. Ou je pouvais la protéger. Je pouvais lui laisser l'espace nécessaire pour se forger ses propres opinions avec le temps. C'est vrai que ta mère et moi avions des visions différentes sur beaucoup de choses, dis-je avec précaution. Et parfois les adultes gèrent les désaccords d'une manière qui blesse tout le monde, y compris les enfants pris au milieu. Elle hocha la tête lentement. Maman dit que tu étais très contrôlante, que tu voulais décider comment il m'élevait. Je sentais le piège. Laura avait préparé Maya avec sa version des événements. Tout ce que je dirais pour ma défense sonnerait comme des excuses. Qu'est-ce que tu en penses, demandai-je. Est-ce que j'ai l'air contrôlante en ce moment? Maya me regarda surprise par la question. Je ne sais pas, dit-elle. Je te connais à peine. Exactement, dis-je doucement. Et c'est la plus grande tragédie de tout ça. Tu devrais me connaître. J'aurais dû faire partie de ta vie depuis ta naissance. Je devrais connaître ta couleur préférée, la matière que tu aimes à l'école, ce que tu rêves d'être quand tu seras grande. Mais je ne sais rien de tout ça. Et tu ne sais rien de moi, à part ce que d'autres t'ont dit. Elle se mordit la lèvre. C'est Vermante, dit-elle à voix basse. Quoi? Ma couleur préférée est le Vermante et j'aime la littérature. Je veux être écrivain un jour. Je souris. Je sentis des larmes me piquer les yeux, mais je les retins. Ton grand-père Robert adorait lire. Il avait une bibliothèque entière de livres à la maison. Il disait toujours que les histoires étaient la façon dont nous comprenions le monde. Mon grand-père, demanda-t-elle. Papa ne parle jamais beaucoup de lui. J'ai passé l'heure suivante à lui parler de Robert, de la façon dont je suis tombée amoureuse de lui dans une bibliothèque quand nous avons tous les deux tendu la main vers le même livre, de la façon dont il m'écrivait de terribles poèmes qui me faisaient rire. De la façon dont il était le meilleur père que David aurait pu avoir. Je lui ai raconté des histoires sur David quand il était enfant, comment il était terrifié par les tempêtes et se faufilait dans notre lit, comment il ramassait des pierres dans le jardin, convaincu que c'était des trésors. Comment il m'aidait à cuisiner en se tenant sur un tabouret à côté de la cuisinière. Maya écoutait, fascinée. C'étaient des histoires que personne ne lui avait racontées, des pans de son histoire familiale qui lui avaient été refusés. Je n'ai jamais vu de photos de papa quand il était enfant, dit-elle. Maman dit qu'elles se sont perdues lors d'un déménagement. J'ai des albums complets, dis-je. Si jamais tu veux les voir, ils sont rangés dans des boîtes chez moi. Ses yeux s'illuminèrent. Sérieusement? Je pourrais les voir un jour? Quand tu veux, dis-je. Elles sont aussi à toi. C'est ton histoire, ta famille. L'heure passa trop vite. Quand David frappa à la fenêtre, montrant sa montre, j'eus l'impression que nous venions juste de commencer. Maya se leva lentement. C'était bien, dit-elle. Différent de ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu, demandai-je. Elle haussa les épaules. Je ne sais pas. Quelqu'un de plus amer, je suppose. Quelqu'un de fâché. Je suis en colère, dis-je honnêtement. Mais pas contre toi. Jamais contre toi. Rien de tout cela n'était de ta faute. Elle hocha la tête. Je peux revenir la semaine prochaine? Mon cœur se gonfla. Oui, dis-je. J'adorerais ça. Maya quitta le café. Je la regardai rejoindre David dehors. Ils parlèrent brièvement. Il me regarda par la fenêtre. Je ne pus lire son expression. Cette nuit-là, je reçus un message d'un numéro inconnu. C'était Laura. Je sais ce que tu fais. Tu essaies de monter Maya contre moi. Ça ne marchera pas. C'est ma fille, répondis-je simplement. Je ne monte personne contre personne. Je fais juste connaissance avec ma petite fille. Quelque chose que j'aurais dû pouvoir faire il y a 14 ans. Elle répondit immédiatement. Tu as toujours été une victime professionnelle, toujours à blâmer les autres. David te voit enfin tel que tu es réellement. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à dire. Laura avait peur et les gens apeurés attaquent. Les semaines suivantes ont établi un modèle. Je voyais Maya tous les samedis, 1 heure, toujours au même café. Petit à petit, elle a commencé à s'ouvrir. Elle me parlait de l'école, de ses amis,
du fait qu'elle aimait un garçon dans sa classe de maths, mais qu'elle était trop timide pour lui parler. Elle m'a aussi parlé de la tension à la maison, du fait que ses parents se disputaient constamment à propos d'argent, du fait que sa mère était toujours de mauvaise humeur, du fait que son père avait l'air fatigué tout le temps. Un samedi, Maya est arrivée les yeux rougis par les pleurs. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé immédiatement. « Maman et moi avons eu une grosse dispute, dit-elle. Elle m'a dit que je passais trop de temps avec toi, que tu me remplissais la tête de mensonges à son sujet. » Mon estomac se serra. « Et qu'est-ce que tu lui as dit ?» J'ai dit que tu ne parles jamais mal d'elle, que tu ne me racontes que des histoires sur grand-père Robert et sur papa quand il était petit, que ça me donne l'impression d'être connecté à ma famille d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Elle s'est mise plus en colère. Elle a dit que j'étais manipulé et que je ne m'en rendais pas compte. J'ai pris les mains de Maya à travers la table. « Écoute-moi attentivement, dis-je. Tu aimes ta mère. C'est normal et juste. C'est ta mère et elle t'a élevé. Rien de ce que je dis ou fais ne devrait changer cela. Je ne suis pas ici pour la remplacer ou la concurrencer. Je veux juste te connaître, c'est tout. » Mais elle dit que tu es méchante, murmura Maya. Que tu as ruiné sa vie. Que tu as toujours essayé de la contrôler et de contrôler papa. Les gens se souviennent parfois des choses différemment, dis-je avec précaution. Ta mère croit à sa version. Je crois à la mienne. La vérité est probablement quelque part au milieu. Ce qui compte, c'est la façon dont je te traite ici et maintenant. T'ai-je déjà fait du mal? T'ai-je fait pression? T'ai-je demandé de choisir entre ta mère et moi? Maya secoua la tête. Jamais. Alors juge-moi par mes actions, pas par ce que les autres disent de moi. Elle me serra les mains. Je veux continuer à te voir même si maman ne veut pas. Cela m'a fait peur. Je ne veux pas causer de problème chez toi, Maya. Tu ne causes rien, dit-elle fermement. C'est leur problème. Pas le mien et pas le tien. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose chez ma petite fille qui m'a rempli à la fois de fierté et de douleur. Elle avait une colonne vertébrale que son père avait perdue il y a des années. Elle avait une clarté qu'il m'avait fallu des décennies pour développer. À 14 ans, Maya était plus forte que d'eux. Cette nuit-là, Laura m'a appelé. Elle n'a pas envoyé de texto. Elle a appelé. J'ai répondu. « Que as-tu dit à ma fille ?» cria-t-elle sans saluer. Je lui ai raconté des histoires sur son grand-père, ai-je répondu calmement. Des mensonges. Tu la manipules contre moi. Elle m'a dit qu'elle voulait continuer à te voir quoi que je dise. C'est ce qu'elle a décidé. Laura, je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Tu le fais toujours, siffla-t-elle. Tu joues toujours la victime, la sainte. Celle qui ne fait jamais rien de mal. Mais je te vois. Je sais exactement qui tu es. Qui suis-je, Laura, demandai-je. Dis-moi, qui penses-tu que je suis? Tu es une femme amère qui ne peut pas lâcher son fils, qui ne peut pas accepter qu'il ait choisi une vie avec moi, qui utilise maintenant son argent pour acheter l'affection de ma fille. J'ai ri. Ce n'était pas un rire cruel. C'était sincère. Laura, j'ai de l'argent parce que j'ai travaillé 12 ans pour bâtir une entreprise à partir de rien. Après que vous m'ayez coupé de votre vie, après que vous m'ayez laissé seul et brisé, je n'utilise pas mon argent pour acheter quoi que ce soit. Je vous ai offert de l'aide avec des conditions raisonnables. Vous l'avez accepté. Tu devrais être reconnaissante, cria-t-elle. Tu devrais te sentir bénie de t'avoir laissé revenir dans nos vies après tout ce que tu as fait. Et là, c'était la vérité crue. Laura croyait sincèrement à son propre récit. Elle pensait vraiment qu'il me faisait une faveur en me permettant de les aider, que je devrais être reconnaissante pour les miettes. Je ne continuerai pas cette conversation, dis-je. Si tu veux parler comme une adulte, nous pouvons le faire, mais je ne tolérerai pas les cris ou les accusations. Ce n'est pas fini, menaça-t-elle. Je ne te laisserai pas me prendre ma fille. Personne ne te prend personne, dis-je. Mais si tu continues à forcer Maya à choisir, elle finira par le faire, et elle pourrait ne pas choisir ce à quoi tu t'attends. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Ma paix était constamment attaquée. Mais cette fois, je n'étais pas seul. Cette fois, j'avais quelque chose à défendre. J'avais des limites. J'avais de la dignité.
Et j'avais Maya qui commençait à connaître sa vérité. 2 semaines plus tard, tout a explosé. C'était un mardi après-midi. J'étais dans ma cuisine commerciale, supervisant une grosse commande, quand j'ai reçu un appel de David. « Maman, j'ai besoin que tu viennes à l'appartement maintenant. C'est important. » Sa voix semblait étrange, tendue, mais aussi différente. « Que s'est-il passé ?» demandai-je. « Maya va bien ? » « Elle va bien. Viens juste, s'il te plaît. » J'ai conduit les 40 minutes, mon cœur battant. Quand je suis arrivé à l'appartement, David m'attendait à la porte. Il avait l'air décharné. Il avait perdu du poids. Il avait de profondes cernes sous les yeux. « Entre, dit-il. Laura n'est pas là. » Cela m'a surprise. Où est-elle ? Elle est partie chez sa sœur. Elle est partie il y a 3 jours. Je suis entré dans l'appartement. C'était en désordre. Des vêtements dépliés sur le canapé. De la vaisselle sale dans l'évier. Des boîtes de pizza vides empilées à côté de la poubelle. David s'est assis sur le canapé et s'est couvert le visage de ses mains. Je me suis assise en face de lui en silence, attendant. Finalement, il a parlé. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il sur son téléphone. Laura a laissé son ancien téléphone quand elle en a acheté un nouveau le mois dernier. Je l'avais rangé en pensant le vendre. Mais il y a quelques jours, Maya a eu besoin de chercher de vieilles photos, et nous l'avons allumé. Mon estomac s'est serré. « Que as-tu trouvé ?»« Des messages », dit David en levant les yeux. Ses yeux étaient rouges. Des années de messages avec sa sœur Lisa, avec sa mère, parlant de toi, de la façon dont ils avaient prévu de t'éloigner, de la façon dont ils avaient inventé des choses que tu avais soi-disant dites ou faites. Il y eut un long silence. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi voulait crier, je vous l'avais dit. Une autre partie ne ressentait qu'une profonde lassitude. Il y avait un message, David continua, sa voix brisée. D'il y a 13 ans. Juste après la naissance de Maya, Laura a écrit à sa mère, je l'ai presque complètement exclue. Encore 1 an et David ne la manquera même plus. J'ai juste besoin de trouver le moment parfait pour la coupe finale. J'ai fermé les yeux. Il y avait ça, la confirmation de ce que j'avais toujours su, mais jamais pu prouver. Le 2e anniversaire de Maya, David dit. Quand Laura t'a accusé d'essayer de l'empoisonner avec le gâteau, il y avait des messages de plusieurs jours avant planifiant ça. Elle a dit qu'elle avait besoin de quelque chose de dramatique, quelque chose qui me ferait te couper complètement, sans aucun doute. J'ai pris une profonde inspiration. « Comment te sens-tu » lui demandai-je. « Détruit » dit-il. « J'ai vécu un mensonge pendant 14 ans. Je l'ai laissé te détruire. Je l'ai laissé t'accuser de choses terribles. Et tout le temps, tu étais innocente. »« Pas complètement innocente, dis-je. J'ai fait des erreurs, mais tu ne méritais pas ce qu'ils m'ont fait, » l'interrompit-il. Et Maya a grandi sans te connaître à cause des mensonges de sa mère. Elle est au courant des messages aussi. Elle était là quand nous les avons trouvés. Elle les a tous lus. Elle a pleuré pendant des heures. Maintenant, elle est furieuse contre Laura. Elle ne veut même plus lui parler. C'est pourquoi Laura est partie. Elle n'a pas pu supporter que Maya la confronte. J'ai ressenti un mélange d'émotions. Du soulagement pour la vérité. De la douleur pour Maya qui devait gérer cela. David, dis-je lentement. Il ne s'agit pas de moi qui gagne et de Laura qui perd. Il s'agit d'une famille entière endommagée par la manipulation et les mensonges. Maya a perdu 12 ans avec sa grand-mère. Tu as perdu ta relation avec ta mère. J'ai perdu mon fils et ma petite-fille. Nous avons tous perdu. Je sais, murmura-t-il. Et je ne sais pas comment arranger ça. Tu ne peux pas l'arranger, dis-je. Tu ne peux que partir de là où nous sommes maintenant et construire quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur l'honnêteté. Peux-tu me pardonner, demanda-t-il. Ses yeux étaient suppliants. Je ne sais pas, David, dis-je honnêtement. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de voir des actions, pas seulement des mots. J'ai besoin de savoir que tu es enfin prêt à penser par toi-même. Je comprends, dit-il. Je ferai tout ce qu'il faut. Thérapie, tout ce que tu demandes. Ne m'abandonne plus.
Tu m'as abandonné, lui ai-je rappelé doucement. Tu as raison. Je l'ai fait. Et je vais devoir vivre avec ça pour le reste de ma vie. Juste à ce moment-là, la porte de l'une des chambres s'ouvrit. Maya sortit. Ses yeux étaient gonflés par les pleurs, mais il y avait de la détermination sur son visage. « Grand-mère, dit-elle. Je peux rester avec toi un moment ?» David se tendit. « Maya, tu ne peux pas juste, oui, je peux. » L'interrompit-elle. « J'ai 14 ans. J'ai une voix et je ne veux pas être avec maman en ce moment. J'ai besoin d'espace pour digérer tout ça. » J'ai regardé ma petite fille, cette jeune femme forte et lucide qui avait d'une certaine manière émergé de tout ce chaos. « Ton père est d'accord avec ça, demandai-je. David hésita. « Je pense que vous deux avez besoin de parler. Que vous avez besoin de thérapie ensemble pour guérir ça. Ce n'est pas permanent. » Maya dit, « C'est temporaire. 1 ou 2 mois, le temps dont j'ai besoin pour comprendre ce que je ressens, et je veux apprendre à connaître ma grand-mère, vraiment la connaître sans surveillance, sans que maman ne contrôle chaque conversation. » David me regarda. « Que dis-tu, maman ?» J'ai réfléchi attentivement. « Maya peut rester avec moi, dis-je finalement. Mais à des conditions, elle va en thérapie. Tu vas en thérapie. Finalement, vous allez tous les 3 en thérapie familiale, y compris Laura, si elle le veut, et Maya maintient le contact avec ses 2 parents. Je ne ferai pas partie de la séparation d'avec sa mère. » Maya hocha la tête vigoureusement. « Je suis d'accord. » David respira profondément. « D'accord, mais promets-moi, Maya, que tu donneras une chance à ta mère un jour. » « Je ne peux pas le promettre maintenant, dit Maya, mais je promets d'essayer de garder l'esprit ouvert. » Cette nuit-là, Maya emménagea dans le Penthouse. Nous avons converti mon bureau en sa chambre temporaire. Nous avons acheté de nouveaux draps, des oreillers et des décorations qu'elle a choisies Vermante, bien sûr. Les premiers jours furent étranges. 2 femmes apprenant à vivre ensemble, apprenant les routines et les limites, mais aussi découvrant des liens. Maya adorait cuisiner. Nous passions des après-midi dans la cuisine à préparer des dîners élaborés. Elle me parlait de ses histoires, celles qu'elle écrivait en secret. Je lui parlais de Robert, de David quand il était enfant et de mon entreprise. Un soir, 2 semaines après qu'elle ait emménagé, nous étions assises sur la terrasse à regarder les étoiles. « Grand-mère, demanda Maya, comment as-tu fait pour ne pas devenir amère? Après tout ce que tu as traversé, comment es-tu toujours aussi gentille? » J'ai regardé ma petite fille. « Je n'ai pas toujours été gentille, dis-je. Il y a eu des années où j'étais pleine de rage et de douleur. Mais j'ai finalement réalisé que ces sentiments ne me faisaient de mal qu'à moi. Ils n'ont pas changé ce qui s'était passé. Ils ne faisaient que me rendre malheureuse. Alors tu as juste laissé tomber. Ce n'était pas simple. J'ai dit que c'était un processus, une thérapie, du temps et la décision consciente de construire une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie où je n'étais pas définie par ce que les autres m'avaient fait, mais par ce que je choisissais d'être. Je veux être comme ça, dit Maya. Forte comme toi. Tu es déjà forte, dis-je. Plus forte que je ne l'étais à ton âge. Tu as quelque chose qu'il faut des décennies à beaucoup d'entre nous pour développer, la clarté sur qui tu es et ce que tu mérites. Pendant que nous parlions, mon téléphone vibra. C'était un message de Laura. Il faut qu'on parle de Maya, de tout. J'ai montré le message à Maya. Qu'en penses-tu? Je dois bien la confronter un jour, dit-elle. Mais pas encore. J'ai répondu au message. Maya a besoin de plus de temps. Quand elle sera prête, je vous le ferai savoir. En attendant, je vous suggère de suivre une thérapie. Laura n'a pas répondu. 3 semaines passèrent. Puis j'ai reçu un autre message. J'ai trouvé un thérapeute. J'y suis allé 2 fois. C'est plus difficile que je ne le pensais. J'ai répondu. La croissance l'est toujours. Continue d'essayer. Petit à petit, les pièces ont commencé à s'assembler. David a trouvé un emploi. Ce n'était pas glamour, mais c'était honnête. Il a commencé à rembourser le prêt religieusement, $1000 par mois. Il rendait visite à Maya 2 fois par semaine. Au début, les visites étaient tendues, mais peu à peu, le père et la fille ont commencé à reconstruire quelque chose de réel.
Laura a finalement demandé à voir Maya. Après 2 mois, Maya a accepté. Elles se sont rencontrées au même café où Maya et moi nous étions rencontrés. J'ai attendu dehors. Quand elles sont sorties, toutes deux avaient les yeux rouges. C'était difficile, dit Maya, mais nécessaire. Maman reconnaît enfin les choses. Ça prendra du temps, mais nous essayons. 6 mois plus tard, nous avons une autre première séance de thérapie familiale. Tous les 4, David, Laura, Maya et moi. Ce fut brutal, douloureux. Laura a dû faire face à des années de manipulation. David a dû reconnaître sa complicité. J'ai dû abandonner une partie de mon statut de victime. Maya a dû traiter la trahison. Mais c'était aussi une guérison, car nous parlions enfin la vérité sans masque, juste 4 personnes brisées essayant de trouver un chemin à suivre. Je ne sais pas si nous serons un jour une famille normale. Probablement pas. Il y a trop d'histoires. Mais nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose basé sur la vérité. Maya a décidé de rester avec moi de façon permanente. Laura, après beaucoup de travail thérapeutique, a accepté cette décision. Elle voit Maya régulièrement. Leur relation guérit lentement. David et moi apprenons à nous connaître en tant qu'adultes, en tant que 2 personnes qui choisissent de se connecter, non parce qu'elles le doivent, mais parce qu'elles le veulent. Mon entreprise continue de prospérer. J'ai maintenant 20 employés et 2 de mes propres magasins avec des contrats avec 15 hôtels. Mais le vrai succès, ce n'est pas l'argent. C'est de se réveiller chaque matin avec Maya préparant le petit déjeuner dans la cuisine. C'est d'entendre son rire. C'est de la voir grandir en cette jeune femme extraordinaire. C'est de savoir que, enfin, après des années d'obscurité, il y a de la lumière. Hier soir, Maya et moi cuisinions ensemble. Je lui apprenais à faire le gâteau au chocolat que Robert aimait, le même que j'avais apporté à son anniversaire il y a 12 ans, celui que personne n'avait goûté. Grand-mère, dit-elle alors que nous battons la pâte. Penses-tu que tout arrive pour une raison? J'ai regardé ma petite fille, cette bénédiction qui avait émergé de tant de pertes. Je crois que nous pouvons trouver des raisons dans les choses qui arrivent, dis-je. Nous pouvons choisir de grandir ou de devenir amers. Nous pouvons choisir de fermer notre cœur ou de l'ouvrir davantage. Nous pouvons choisir d'être définis par notre douleur ou par notre résilience. Et qu'as-tu choisi? J'ai choisi de survivre, dis-je. J'ai choisi de me reconstruire. J'ai choisi de croire que je méritais une belle vie même si les autres ne voyaient pas ma valeur. Et à la fin, ce choix m'a ramené à toi. Maya me serra dans ses bras. Ce câlin valait chaque larme. Chaque nuit solitaire valait les 12 années perdues parce qu'elle m'avait mené à ce moment. J'ai appris que le pardon ne signifie pas l'oubli. Que la famille n'est pas seulement le sang, mais le choix. Que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est la survie. Et que parfois les plus belles choses poussent dans la terre où nous enterrons notre douleur la plus profonde. Aujourd'hui, j'ai 65 ans. J'ai une entreprise florissante, un magnifique Penthouse, une petite fille qui me remplit de fierté, un fils qui apprend à redevenir un homme, et le plus important, j'ai la paix. J'ai de la dignité. J'ai la certitude que quoi qu'il arrive, tout ira bien parce que je me suis enfin trouvé. Et cette femme est suffisante. Je suis vraiment contente que vous soyez ici et que j'ai pu partager mon histoire avec vous. Si vous l'avez aimé, montrez-le-moi en aimant la vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Thank you. Bloody hell. That was intense. I need to go back to the drawing board and just sort out these emotes, not emotes, the redeems, because that is loud. It's meant to be just the one notification, but if you do more than one gifted, it does every single one of them. And how do I feel? Got the in-ear phones. So listen, if it gets a bit too loud, just turn it down a little bit. Don't worry. By next week, I'll sort it out. Don't worry, I'll sort it out. Remember, I'm not streaming tomorrow night on Saturday, but I will be streaming on Sunday evening. Because tomorrow is mine and real name nearly. Tomorrow is mine and Jelly Bum's 11th anniversary. And I'm talking with what looks like poop in my hands. Like someone thinks, oh, you changing the baby's nappy here? Nah, it's just chocolate cookie. There we go. Right, I'm going to have to skip through some stuff because that's a hell of a lot there. Wow. Shit, I know, right? No, don't get too upset. One of the reasons I keep coming back is because of the sounds I can redeem on your channel. I'm not upset. Listen, I really do appreciate it. What I am conscious of, though, is that I do need to
maybe adjust the volume that come out of the speakers for me. Not just me, but obviously for you guys as well. But this is a trial and error kind of thing. Listen, I haven't even been streaming for a year yet, all right? So I'm going to make mistakes. But once it's been a 1 year thing, everyone will be like, there you go, no more excuses now. Remember, I don't think I've told you guys, Saturday, the 2nd of May, 2026, which is this year, I'm doing a 12-hour stream, possibly exclusively on Twitch, which I think will be exclusive to Twitch. It's going to be a celebration of my 1 year anniversary of streaming. It's going to be from midday until midnight. I've got friends joining me. So we've got people like Cabbage, Harry, Occam, and a few giveaways, a lot of Pokemon cards, which I'll show you shortly. I'm gonna have to, do you know what? I'm gonna take this glove off. My hand is hot. And that looks like Dookie. Look at that shit, man. Bloody hell. Ooh. Right, let me get the... So I went to town today, yeah? Because I wanted to pick up some cards that Millie had set aside for me at the comic book store. And it turns out she was going at the same time. I was like, hell yeah. But when I got into town, I went to Waterstone. You know, the bookstore, if we still read in this world. And I didn't go straight in there and ask for Pokemon cards. I was like, okay, okay, let me buy something here. So I brought something else. Hey, by any chance, do you sell Pokemon cards? And the person behind the desk was like, yeah, we do. And she knew more than I did about what kind of base sets, etc. And she goes, there's a limit of like 3, whatever. She was just showing me. So yeah, I've got 3 cards from there. And then my comic book store, I got the hook up as well. So these are the ones I'll be opening on the stream, yeah? Check that out. And I'm not opening any of them now. And I'm not doing it for financial reasons. I'm doing it for love of the game. Because this is what I enjoy. I want to feel nostalgia like when I was a kid again, getting Pokemon cards. So you've got these ones. And these ones. And these ones. But my friend who owns... Wait, it's upside down. And my friend who owns the comic book store, I spoke to him about my 1 year anniversary, and he goes, we'll speak again before it, and we'll sort something out maybe. I was like, hell yeah, dude, hell yeah. So I think I'm going to become a one of those Pokemon card streamers. Right, where was I? So these are the ones I got today. I still got the price label on them as well. Let's have a look. Oh, it says CS cheered 100 bits. Why did I not get notification? It was working earlier. I need to look into that, people. I'm really sorry about that, mate. But thank you so much for the 100 bits. Chat, if I miss anyone's bits and bobs, just let me know, all right? So, these are some of the cards. You can't really see that from there. Yeah, it's a Mewtwo card. This is my name on the front, but that's what Millie gifted me. A Gengar, which is really cool. And then, let me get the price tags off of these things, because I want people knowing, like, my generational wealth. And also I don't want people to be like, oh, you could pay this amount for a card. I'm like, absolutely not. Let's have a look. Okay, that price label's not coming off, so fuck it. There we go. Mewtwo one. Shit. Another Mewtwo one, which are really cool. Another Mewtwo one. Cool. And then there's this one as well, which is like, you know, in the glass cabinet, so you know shit was legit. There we go. I have never ever brought Pokemon cards since the late 90s, early 2000s, late 90s. And that was awesome. Very surreal. And I brought them from the same store than I did when I was a kid. Yes, I was a child once. I was a kid. I was a teenager.